Comme beaucoup de conducteurs, vous vous êtes peut-être déjà fait flasher par un radar dans un endroit qui, de toute évidence, n'avait rien de dangereux. Excellent emplacement. Peut-être même avez-vous fait l'expérience d'un excès de zèle manifeste des forces de l'ordre, sans que vous en compreniez vraiment la raison. J'ai été verbalisée pour téléphone au volant, alors que j'avais laissé mon portable chez une amie. J'ai été verbalisé pour défaut de ceinture, alors que j'essayais de récupérer ma carte bleue au péage. Je venais d'avoir un accident avec un véhicule qui a déboîté devant moi sans prévenir. Les gendarmes arrivent et ils me verbalisent pour avoir laissé mon véhicule sur la chaussée. Il était hors d'état de rouler. La communication des pouvoirs publics affirme que ce système ultra-répressif permet de faire baisser la mortalité routière. Mais qu'en est-il vraiment lorsqu'on regarde les chiffres ? L'année dernière, 15,5 millions d'avis de contravention ont été dressés, sans compter le stationnement. Le bilan est de plus en plus lourd pour ceux qui prennent la route souvent. Pourquoi la répression automatisée ne cesse-t-elle de s'intensifier avec des techniques toujours plus nombreuses et toujours plus performantes ? Face à une répression de plus en plus étouffante, le mécontentement grandit et la résistance s'organise, du côté des usagers comme des policiers. Qui donc sont ces mécontents de la répression routière ? Sont-ils des chauffards ou tout simplement des citoyens responsables qui ont découvert le poteau rose ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la face cachée de la sécurité routière. Un business florissant qui profite aussi bien à de grandes entreprises qu'à l'État et aux dirigeants politiques. Enquête au cœur du business de la sécurité routière. 3 avril 2012, la Ligue de défense des conducteurs dénonce dans un mail envoyé à ses membres le business qui se cache derrière l'obligation de posséder un éthylotest dans son véhicule. L'obligation avait été obtenue suite à un lobbying d'une association écran appelée e-Test qui était en fait un regroupement des fabricants d'éthylotests eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert un marché clé en main au gouvernement. En rendant les éthylotests obligatoires dans les voitures, les hommes politiques faisaient coup double. Ils se rendaient populaires en prétendant lutter contre l'alcoolisme au volant et créaient une nouvelle amende de 11 € pour défaut d'éthylotest qui permettait de nouvelles rentrées fiscales pour l'État. Pour les fabricants, cette obligation voulait dire un marché 100% garanti sur 40 millions de conducteurs. Bref, une mesure facile qui bénéficie aussi bien au carnet de commandes des fabricants qu'aux caisses de l'État ou à la popularité des hommes politiques. Et où la sécurité n'est pas un but, mais un prétexte. Oui, c'est choquant. Et heureusement, cette fois-là, nous avons réussi à nous débarrasser de la mesure. Mais malheureusement, ces pratiques sont devenues monnaie courante dans le milieu de la sécurité routière. 2002. Jacques Chirac décide de faire de la sécurité routière une grande priorité nationale. Un objectif louable que personne ne conteste tant il est cruel de perdre quelqu'un sur la route. Son plan, miser sur le tout répressif. Dès l'origine, le gouvernement fait appel à des sociétés privées pour mettre en place sa nouvelle politique de répression routière. C'est un énorme marché qui s'ouvre pour quelques entreprises triées sur le volet. Atos, Morpho, Sagem, SPI, qui s'occupe de la fabrication, de l'installation, du maintien de ces premiers radars. Mais aussi la Poste, par sa filiale Asferia, qui se retrouve à acheminer des dizaines de millions de PV chaque année. Depuis lors, chaque année, ces grosses boîtes se partagent un gâteau de 200 millions d'euros. Où va le reste de l'argent ponctionné aux conducteurs ? L'année dernière, sur les 1,6 milliard d'euros qu'a rapporté la répression routière, 506 millions d'euros sont partis directement dans les caisses de l'État. Le reste a été distribué à diverses agences administratives. Bref, une politique qui rapporte beaucoup à beaucoup de monde. Pour asseoir la répression et rendre difficile tout retour en arrière, État et grandes entreprises ont mis en place une machine administrative lourde et centralisée qui prend de plus en plus d'importance. C'est le Centre national de traitement des infractions à Rennes. Une véritable usine à PV de 11 000 m² qui traite chaque petit dépassement de vitesse enregistré par un radar n'importe où en France. Sur ce plateau, les opérateurs saisissent 500 plaques d'immatriculation par heure. Un supérieur les valide à la chaîne, puis tout est imprimé par une machine qui crache en permanence des milliers de procès-verbaux. Ces piles de documents passent ensuite sur un tapis pour être automatiquement pliés, mis sous enveloppe et envoyés directement dans votre boîte aux lettres.
Près de 60 000 PV sont ainsi expédiés chaque jour. Le CNT, ce n'est pas seulement un centre de traitement, c'est la clé de voûte de la répression automatisée. C'est là que tout se passe, tout se calcule, que tout se planifie. Un gendarme interrogé par le journaliste Denis Boulard lui révèle par exemple « Chez nous, dans le Pays Basque, si les voitures ne sortent pas pendant 3 ou 4 jours, les gens de Rennes nous appellent. Votre radar est en panne ? Il y a un problème ? Nous sommes surveillés. La machine est lancée. Les radars vont se multiplier à toute vitesse, toujours plus nombreux, toujours plus sophistiqués. » Fin 2013, 4250 radars automatiques seront installés sur tout le territoire. Radar fixe, radar mobile, radar tronçon, capable de calculer la vitesse moyenne de circulation sur une distance donnée, radar discriminant capable de distinguer les poids lourds des véhicules légers, radar feu rouge, radar pour passage à niveau, sans parler des radars de dernière génération, embarqués dans des voitures, se fondant dans le flot de la circulation et qui peuvent flasher sans discontinuer tous les véhicules autour d'eux. Encouragés par les entreprises qui exploitent les radars, désireux de passer pour de bons samaritains en s'occupant de la sécurité des Français, les dirigeants politiques sont en train de mettre en place un système de répression routière et de contrôle des citoyens à une échelle encore jamais vue. Conséquence, en quelques années, le nombre de points retirés s'envole. De 3 millions en 2002, on passe à 12 millions en 2011. Environ 85 000 personnes chaque année perdent leur permis et beaucoup d'entre elles perdent leur emploi dans la foulée. Il ne s'agit plus de chauffards qui avaient une réelle conduite à risque, mais de mères de famille, d'infirmières, de commerciaux, de livreurs, qui roulent beaucoup et sont donc statistiquement plus exposés aux pièges tendus par les radars. Car il ne faut pas croire que ces machines sanctionnent réellement les fous du volant. L'année dernière, 95% des flashs des radars concernaient des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Aujourd'hui, on en est à 29 000 PV par jour uniquement pour les excès de vitesse. Pour justifier ce matraquage insupportable sur des millions de gens qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et pour faire passer la pilule aux conducteurs les plus consciencieux qui se font tout de même flasher, l'État justifie sa politique à grand renfort de propagande. En 2011, 15 millions d'euros ont été versés à une agence de publicité pour faire la promotion de la politique répressive, un budget colossal qui serait tellement plus utile ailleurs. L'argument phare de cette propagande, la baisse de la mortalité routière. Mois après mois, lorsque les chiffres de la mortalité sur les routes baissent, nos politiciens se félicitent de la politique qu'ils ont mise en place pour protéger les citoyens. Lorsque les chiffres augmentent, c'est bien entendu à cause des conducteurs qui se sont relâchés. C'est ainsi que depuis 2002, ils attribuent la baisse de la mortalité routière à la seule répression routière. C'est une honteuse manipulation. En réalité, cette baisse s'inscrit dans une dynamique vertueuse qui a débuté dans les années 70. Amélioration constante des routes, aménagement des carrefours et des zones à risque, amélioration des véhicules, généralisation des airbags, amélioration des systèmes de protection, aide à la conduite, port de la ceinture, intervention plus rapide des secours, campagne de sensibilisation et de prévention efficace, lutte contre l'alcool au volant, répression ciblée et mesurée des conduites dangereuses. Malheureusement, la plupart de ces facteurs qui ont permis la baisse fantastique de la mortalité routière depuis 40 ans sont progressivement abandonnés pour tout miser sur la répression automatisée. Les budgets d'entretien des routes nationales, par exemple, ont été diminués d'un quart en 3 ans. On est passé de 424 millions d'euros en 2009 à 324 millions d'euros en 2012. C'est pourtant sur ce type de route qu'ont lieu 3 accidents mortels sur 4. Combien de vies auraient pu être épargnées si l'État avait entretenu les routes au lieu de mettre de l'argent dans l'achat de nouveaux radars ? Des conducteurs sont envoyés dans le décor à cause d'un nid de poule ou d'une chaussée déformée. Des familles entières sont ainsi brisées. Pourtant, les politiciens s'entêtent, non seulement parce qu'ils sont poussés par les entreprises qui profitent des radars, mais aussi parce qu'ils sont convaincus par des sondages biaisés, commandés par des associations pro-répression, que leur politique répressive est populaire auprès des électeurs. Tout récemment, ils ont franchi un nouveau cap technologique pour étendre le système des contraventions automatisées à toutes les infractions et rendre la verbalisation toujours plus massive grâce au procès verbal électronique. Peut-être avez-vous déjà été confronté à cette nouvelle technologie. Il s'agit d'un nouveau procédé testé depuis quelques années maintenant en France
qui consiste à doter policiers et gendarmes d'une tablette électronique leur permettant de verbaliser à la chaîne tous les véhicules en infraction qu'ils rencontrent, quel que soit le type d'infraction routière. Ils ne sont même pas obligés de vous arrêter, ils peuvent vous verbaliser à distance en notant votre numéro d'immatriculation dans leur tablette. Lorsqu'ils repasseront au poste quelques heures plus tard, ils brancheront leur tablette sur leur ordinateur et toutes les contraventions enregistrées dans la journée seront transmises à Rennes, au CNT, où elles seront traitées exactement comme pour les amendes de radar automatique. Quelques jours plus tard, vous recevrez la contravention dans votre boîte aux lettres. Si vous avez la chance de vous souvenir, témoignage à l'appui, que vous aviez bien bouclé votre ceinture en sortant de la boulangerie mardi dernier, ou que vous n'aviez pas pris le feu à l'orange à tel carrefour, vous pourrez entamer la même procédure de contestation que pour les radars. Sinon, vous passez à la caisse immédiatement. C'est bien simple. D'après les analystes financiers de l'État, le PV électronique a, je cite, un rendement supérieur en termes de productivité par rapport au carnet à souche et au timbre-amende. C'est du moins ce qu'on peut lire dans la dernière loi de finances qui établit le budget de l'État pour 2013. En parcourant ce document, on s'aperçoit que nos dirigeants politiques ne cachent même plus l'objectif pécuniaire de la répression routière. Ils nous parlent du dynamisme des recettes radars constatées en 2012, qui est appelé à se confirmer en 2013 grâce à l'augmentation de la performance des radars, performants pas en termes de sécurité, mais de rentabilité. Nos dirigeants se félicitent du surplus de recettes engendré par la généralisation du PV électronique en 2012, qu'ils espèrent bien voir encore augmenter en 2013, puisqu'ils se sont fixés comme objectif 21,6 millions de contraventions avec ce système en une année. L'année dernière, on a commencé à doter policiers et gendarmes de ces nouvelles tablettes. En quelques mois, on atteignait déjà les 100 000 PV électroniques par semaine. Pour atteindre l'objectif de 21,6 millions, il faudrait dresser 60 000 contraventions par jour. On ne s'étonnera pas dans ces conditions que les policiers et les gendarmes aient des quotas toujours plus absurdes à remplir. Un policier nantais, interrogé dans le livre Radar Business, confesse « On ne se met pas en zone accidentogène. Les gens savent que c'est dangereux et ralentissent d'eux-mêmes. Pour aller vite, faire du chiffre et pouvoir passer à autre chose, nous nous installons dans des zones pièges à cons, des packs comme on dit. Nous sommes là pour faire du chiffre. Nos primes de fin d'année en dépendent. » À Grenoble, autre exemple d'un policier. « Avant, j'étais un ange de la route. J'aidais les gens, je leur prêtais secours. Et si je verbalisais, je ne le faisais qu'en dernier recours. Je pars parce que je ne veux pas être un agent du fisc avec des grilles à remplir. » Ces quotas ne concernent pas seulement la vitesse, mais toutes les infractions. À Pau, par exemple, une directive impose aux policiers de sanctionner un nombre précis de non-respect d'un stop, d'un feu ou d'un défaut de ceinture, et même de verbaliser exactement 51 personnes pour refus d'obtempérer. Ce n'est pas une blague, il est réellement demandé aux policiers de provoquer les conducteurs pour que ceux-ci refusent de coopérer. Petit à petit, la sécurité routière a été transformée en une politique inique visant à la rentabilité plutôt qu'au bien-être des citoyens, se comportant de façon odieuse avec les conducteurs, traités massivement de délinquants et d'assassins, et le pire de tout, utilisant le malheur des familles des victimes de la route pour asseoir une politique de répression qui, on le sait, n'a pas de résultat sur la mortalité routière. Face à ces dérives honteuses de la répression routière, la résistance s'organise. 11 mai 2011, le ministre de l'Intérieur annonce le retrait des panneaux signalant les radars et l'interdiction des avertisseurs. Immédiatement, les associations de conducteurs se mobilisent. La pétition lancée par notre association recueille 120 000 signatures en quelques jours et nous avons fait partie du collectif qui a appelé à manifester contre ces mesures. Devant un tel mécontentement, le gouvernement a dû reculer, car n'oublions pas que pour les politiques, ce n'est pas seulement une question de rentabilité, mais aussi de popularité. En s'appropriant les bons résultats de la sécurité routière en France, une tendance qui, on l'a vu, date d'il y a bien plus longtemps que la répression automatisée, les hommes politiques peuvent donner l'impression aux Français qu'ils se soucient de leur sécurité. C'est bien plus facile que de redresser une justice défaillante qui laisse criminels et voyous dehors et libère les récidivistes à même pas le quart de leur peine.
Devant le sentiment d'insécurité grandissant des Français, la réponse est toute faite, facile, indémodable. On s'occupe de votre sécurité sur la route. Grâce à notre action, des vies sont sauvées. Sauf que c'est un mensonge et que de plus en plus de personnes s'en rendent compte. Ici, à la Ligue de défense des conducteurs, je reçois de plus en plus de messages et d'appels de conducteurs qui n'ont jamais eu d'accident et qui sont outrés d'avoir perdu des points et payé une amende pour avoir conduit normalement. Les résultats de notre dernière enquête sur la sécurité routière sont formels. Sur les 978 000 personnes interrogées, 82% disent « stop au tout répressif ». Et croyez-moi, lorsque je vais voir les députés dans leur bureau à l'Assemblée nationale avec ces chiffres, ils sont tout prêts à écouter nos propositions. Pour le moment, ils sont une quarantaine de députés de tous bords politiques à nous soutenir à l'Assemblée. Pour convaincre les autres, pour leur montrer ce que pensent vraiment les Français de cette politique de répression routière injuste, inefficace et odieuse, notre association a besoin de recueillir l'opinion d'au moins 5 millions de personnes. C'est pour cela que nous avons lancé une grande consultation nationale sur la sécurité routière, à laquelle vous pouvez participer en cliquant sur le lien ci-dessous. Petit à petit, l'opinion publique et politique évolue. D'un quasi-consensus en 2002, on en est arrivé à un nombre de résistants qui ne cesse d'évoluer. De nombreux policiers et gendarmes rejoignent notre association et soutiennent notre combat, car ils estiment que le racket de leurs concitoyens n'est pas la mission première des forces de l'ordre. Nos actions de mobilisation contre les nouvelles mesures répressives qu'on veut nous infliger recueillent toujours plus de soutien. Contre les radars mobiles embarqués, 503 258 signatures. Contre l'éthylotest obligatoire, c'est 467 000 signatures que j'ai déposées lors de mon audition auprès du Conseil national de la sécurité routière en janvier dernier. Petit à petit, la pression monte autour des politiques. Même si les fabricants de radars continuent à faire pression, même si les lobbies qui prônent une philosophie anti-voiture et anti-moto, que ce soit par hygiénisme ou par écologie, réclament encore et toujours plus de répression, croyez-moi, les hommes politiques ne pourront pas sciemment continuer ce système s'ils voient que la majorité de la population y est opposée et qu'ils y risquent leur réélection. C'est pour cela qu'il est important qu'un maximum de personnes participent à la consultation nationale sur la sécurité routière. Si nous sommes en mesure de fournir aux hommes politiques des résultats basés sur 5 millions de personnes par exemple, ils nous écouteront. Le temps de réunir tous ces résultats, notre association va continuer à faire entendre la voix des conducteurs qui veulent un retour à une vraie politique de sécurité routière, basée sur l'amélioration des infrastructures, des équipements, des campagnes de prévention, des contrôles ciblés et mesurés des conduites vraiment dangereuses et une responsabilisation des conducteurs. Ce n'est pas en baissant partout les limitations de vitesse quand les radars ne sont plus assez rentables, comme les pouvoirs publics le font sur les périphes et rocades de toutes les villes par exemple, ou de nombreuses autoroutes, qu'on va éviter les accidents. Les membres de la Ligue de défense des conducteurs prônent au contraire une conduite responsable et pas une répression absurde et déshumanisée. La première de nos missions, c'est l'information. En diffusant par exemple des vidéos comme celle-ci sur Internet pour qu'une majorité de Français connaissent la vérité sur la répression routière, en envoyant des courriers aussi à travers toute la France pour les gens qui sont isolés ou n'ont pas Internet, car tout le monde a le droit de savoir, quand il reçoit sa contravention, ce qui se passe réellement derrière, en contactant des journalistes pour qu'ils relaient nos informations, et en organisant des campagnes de mobilisation à l'échelle nationale quand les pouvoirs publics sortent une nouvelle sanction contre les conducteurs. En réalité, nous sommes la seule association de conducteurs à avoir pu mobiliser plus de 500 000 personnes. Et notre force de frappe ne cesse d'augmenter. Une grande partie de notre travail consiste à aller voir encore et encore les parlementaires, pour essayer de faire déposer une proposition de loi ou poser une question écrite, ou simplement essayer de leur montrer, chiffres et études à l'appui, à quel point la répression est insensée. Ces études, nous les voulons les plus sérieuses et scientifiques possibles. C'est pourquoi nous faisons souvent appel à des ingénieurs, des assureurs, des doctorants ou des statisticiens. Pour financer toutes ces actions, nous ne recevons bien sûr aucune subvention publique ni de quelque autre organisme que ce soit. Cela nous permet de rester totalement indépendants et c'est vital pour un combat comme le nôtre.
Heureusement, nous pouvons compter sur nos membres pour nous aider à financer tout ce travail. Ce sont eux qui se sont cotisés pour lancer cette vidéo sur Internet par exemple, et je tiens à les remercier plus particulièrement pour cela. Car sans la participation de tous et sans soutien financier, notre combat ne pourrait jamais avancer. Aussi, si vous le souhaitez, après avoir répondu à la consultation nationale sur la sécurité routière, vous aurez la possibilité de contribuer vous aussi au financement de toutes nos actions. Vous pouvez donner 10, 15 ou 20 euros, même 50 ou 100 si vous le pouvez. En général, les gens donnent entre 20 et 30. L'important, c'est que chacun participe selon ses moyens. En nous aidant à faire avancer notre combat contre les excès de la répression routière, vous rejoignez la communauté des conducteurs responsables qui refusent que la sécurité routière soit dévoyée à des fins fiscales ou rentables. Vous deviendrez automatiquement signataire de notre charte des conducteurs responsables. Article 1. J'adapte ma conduite à la densité du trafic, à l'état de la route, aux conditions météorologiques et à ma forme du moment. Article 2. Je ne suis pas seul sur la route, je garde mes distances et vérifie très régulièrement dans mes rétroviseurs que je ne gêne personne. Je me décale largement pour laisser passer ou doubler les deux roues. Article 3. Je ne conduis pas sous l'emprise de substances altérant sensiblement ma vigilance et mes réflexes. Article 4. J'entretiens régulièrement mon véhicule pour garantir une sécurité maximale. Mais que vous décidiez de vous impliquer ou non dans le rétablissement d'une sécurité routière juste et qui sauve vraiment des vies, je vous remercie de bien vouloir répondre à la consultation nationale sur la sécurité routière. C'est vraiment primordial que nous recueillions l'avis de tous. Si vous décidez en plus de nous aider par votre don à continuer notre travail pour stopper la répression insensée qu'on nous fait subir et œuvrer pour une vraie politique de sécurité routière, alors je vous en remercie doublement. N'oubliez pas, nous ne pouvons compter que sur des citoyens responsables comme vous pour agir. Bonne route à tous et à bientôt. Christiane Bayard, secrétaire générale de la Ligue de défense des conducteurs.